Si tu es webmaster freelance, que tu proposes des sites WordPress et que tu manques de clients, ou si tu souhaites le devenir et que tu penses que tu n'en trouveras jamais, alors cette vidéo est faite pour toi. Peut-être que tu te dis que finalement, il faut être meilleur techniquement. Il faut plus de compétences, il faut savoir faire plus de fonctionnalités. Alors tu te formes, tu enchaînes tuto sur tuto, mais à la fin, c'est pas ça qui va t'apporter des clients. Et c'est normal parce qu'en fait, ça ce sont des compétences techniques. Et si il suffisait d'avoir des compétences techniques, tout le monde réussirait. En réalité, il faut des compétences business, marketing, commercial, et c'est là que se trouve la solution. Et je te dis pas qu'il faut devenir un cadre en marketing ou un commercial aux dents longues, pas du tout, mais il faut au moins les bases et une bonne méthode. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Nicolas, j'ai été moi aussi freelance WordPress et depuis quelques années j'accompagne les freelances à lancer et développer leur activité. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 étapes qui vont te permettre de trouver des clients qui ont besoin de compétences WordPress dès demain. La première étape, c'est de comprendre qu'en fait, le marché de la refonte de site est bien plus intéressant que celui de la création. En fait, si je te dis ça, c'est parce que finalement, la refonte, ok, c'est un peu plus technique, il ne faut pas casser tout ce qu'il y avait avant, mais il n'empêche qu'on s'adresse à des personnes qui ont déjà une certaine maturité sur le web, qui ont déjà un premier site, une certaine expérience, et qui ne sont pas là pour passer de 0 à 1. Et ça veut dire que potentiellement, elles ont déjà plus de budget, elles savent un petit peu plus ce qu'un site peut leur apporter, et donc on est là pour les accompagner à passer au niveau supérieur. A contrario, des entrepreneurs et entrepreneuses qui veulent un premier site n'ont pas forcément ce niveau de conscience-là. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là se demandent si un site va leur apporter du business ou pas. Donc forcément, quand on ne sait pas, quand il y a un inconnu comme ça, on va limiter le budget qu'on met sur la table. Donc déjà, d'un point de vue financier, c'est moins bien. Et en plus de ça, il y a tout à faire, les résultats ne vont pas arriver de suite. Donc en réalité, on est moins crédible face à eux. Du coup, il y a un grand avantage à tout ça, c'est que les sites qui méritent d'être refaits, ils sont visibles, ils sont trouvables sur Internet. Donc en fait, on peut les chercher, on peut faire des recherches sur plein de corps de métier pour voir à quoi ressemble leur site, on peut le faire à telle ville, à tel département, telle région, ça se fait. Alors que trouver des clients qui n'ont pas encore de site, ok, on les trouve où? C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de viser la refonte avec des clients qu'on peut déjà identifier. Et ça nous amène à l'étape 2, il faut raisonner en problème et en solution. En fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'en réalité, il y a plein de sites qui méritent de ne pas avoir de refonte. Ils sont très bien. Ils font peut-être exactement ce qui est attendu par l'entreprise, l'association, l'institution en question. Peut-être que le site, il est visible, il apporte les bonnes informations, il apporte des leads entrants, le téléphone sonne, le formulaire de contact nous permet de recevoir des demandes. Peut-être qu'il est bien référencé, qu'il est rapide, qu'il est sécurisé. Auquel cas, pourquoi est-ce qu'on irait chercher des problèmes? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et en fait, moi ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de freelances qui se disent « mais je comprends pas, je propose mes services, mais personne n'en veut ». Ben oui, mais c'est parce qu'en réalité, ces personnes proposent, mais vont pas vérifier que derrière, il y avait de réels besoins. Donc en fait, ils proposent dans le vide, tout simplement. Quand un site va bien, très bien, on n'y touche pas, et on va plutôt se concentrer sur d'autres sites qui, eux, mériteraient d'avoir certains éléments qui seraient améliorés. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir qu'on trouve des sites qui sont peut-être particulièrement moches, qui datent d'un autre temps, qui sont peut-être pas responsives, qui s'adaptent même pas sur mobile, et ça, il y en a de moins en moins quand même, qui peut-être sont pas super bien référencés, peut-être que dans le code source, on peut voir qu'ils sont pas totalement à jour, donc on peut douter de la maintenance qui est faite derrière. On peut chercher tous ces petits signaux-là pour se dire, ok, peut-être que ce site a besoin de mon intervention. Après, je vous dis ça, mais un site a beau avoir des problèmes, on a beau pouvoir proposer une solution, peut-être que ce site n'a aucune valeur aux yeux de l'entreprise en question. Peut-être que son business, elle le fait sur les salons, avec des apporteurs d'affaires, des commerciaux, par le réseau, et auquel cas, leur dire « mais si, regardez, il y a quelque chose forcément, il faut faire quelque chose », elles diront « mais non, mon site, il fait ce qu'il faut, il fait le peu que je lui demande, il me rend suffisamment visible et rien de plus. Non, passez votre chemin ». Du coup, on pourrait se dire, ok, c'est relativement simple, on choisit des sites, on leur trouve des problèmes, et on va dire, regardez, il y a tel et tel problème, il faut y faire quelque chose. Le problème, c'est que c'est vexatoire. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais c'est quelqu'un dans l'entreprise qui a fait le site, si on lui dit que son travail est à jeter, c'est peut-être pas la meilleure des approches. Peut-être aussi qu'en faisant ça, on va mettre la faute sur le prestataire précédent, alors qu'il y a une relation de confiance, et en fait, on arrive dans une salle, on met les pieds dans le plat, non, ça le fait pas. Donc en fait, on peut pas débarquer comme ça avec nos gros sabots. Au final, avec une approche centrée uniquement sur les problèmes, on ne fait que dépeindre l'aspect le plus négatif d'un site. Le mieux, c'est de se dire non, mais tel problème correspond à telle opportunité. Et c'est là où ça va être intéressant. En fait, en contactant ces entreprises, on va pouvoir leur dire, mais écoutez, j'ai repéré tel et tel point d'amélioration, pas de problème, et en les corrigeant, on pourrait viser ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et déjà, on demande, il y a une forme de permission
qui est demandé là. On leur demande, est-ce que vous voulez qu'on améliore l'existant? Sans forcément appuyer trop fort sur tout ce qui ne va pas. En fait, pour arriver à ça, il faut dérouler une méthodologie de prospection assez classique. D'abord, il y a la phase de sourcing, on va chercher plein d'entreprises. Ensuite, il y a la phase de qualification, on va regarder les sites internet. Certains, il y a des problèmes, d'autres pas du tout. Et après, l'étape suivante, ça va être au travers d'un mini-audit de se dire, ok, j'ai des conclusions, j'ai trouvé des pistes d'amélioration, des opportunités. Qui est-ce que je contacte? Comment est-ce que je contacte cette personne? Mais c'est pas forcément évident dans tous les cas. On pourrait tenter un email à l'adresse contact d'un site via le formulaire assez classique. C'est peut-être pas suffisant. On peut essayer en première intention, en première approche. Allez, j'envoie avec les moyens du bord. Mais sinon après, on peut pousser un petit peu plus les recherches. On peut aller sur LinkedIn pour trouver le dirigeant. On peut tenter une demande de mise en relation. On peut, avec d'autres outils, commencer à trouver les adresses email précises des gens. Peut-être parfois même les numéros de téléphone. Mais bon, ça c'est plutôt quand on est sur des phases de relance. Quand nos premiers messages sont restés sans réponse, on va petit à petit affiner notre discours, affiner notre méthodologie de contact pour essayer de tomber sur le décideur, la bonne personne avec qui on pourrait échanger. En fait, au début, quand on démarre son activité, on devrait, une fois qu'on est OK avec ses compétences techniques et qu'on a un portfolio, qu'on a suffisamment de crédibilité, on devrait peut-être même se taper une semaine entière de prospection, histoire de rôder sa méthode, de s'immuniser contre le rejet, la peur de déranger, tous ces éléments-là. Et donc au début, très franchement, plutôt que de se dire tiens, je vais encore optimiser mon site, je vais encore optimiser mon profil par-ci ou un truc comme ça, on devrait plutôt se dire non, mais en fait, là je vais faire une semaine très intense de prospection et si on la fait bien, on a forcément la semaine qui suit des rendez-vous. Et après, une fois que ça tourne en fait, une fois que on a des contrats, on va forcément réduire le volume de prospection. On va se dire, bah tiens, je vais faire une semaine par mois. Et encore, ça reste intense, ça dépend du volume. Et peut-être après se dire, ah bah tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse une journée toutes les 2 semaines pour ne pas perdre la main, pour continuer à chercher les opportunités de demain, alors même que j'ai des contrats qui sont déjà signés. Donc c'est un équilibre où au début, on y va fort, puis on réduit et surtout, vu que c'est de la prospection, vu qu'on est actif, on peut ouvrir et fermer les vannes. Et là, c'est relativement intéressant. On contrôle en fait quel business on veut avoir, avec quelle intensité, avec quel volume d'affaires. On choisit tout. Au final, si on fait une bonne grosse semaine de prospection intensive, on va peut-être contacter 100 entreprises. C'est assez énorme. Et ensuite, au fur et à mesure des échanges, des absences de réponse, des relances et tout ça, on va peut-être finir par, allez, admettons, 10 vrais rendez-vous commerciaux. De ces 10 vrais rendez-vous, on va peut-être signer 3 clients. Allez, à 1500, 2000 euros chacun. Et ça veut dire qu'en une semaine de recherche, on a peut-être des contrats pour 1 mois à venir et pour potentiellement, allez, 4, 5, 6 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui est génial. Et en fait, on a vraiment le contrôle. On choisit, on a la liberté de travailler aux heures qu'on veut, d'où on veut. On a aussi la responsabilité d'aller chercher les contrats. Mais derrière, on a le contrôle et on peut développer une activité en fonction de notre ambition en fait. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu des personnes vous dire « Non, mais de toute façon, plus personne ne veut des sites internet, WordPress, c'est mort. Vendre un site plus de 500 euros, c'est devenu impossible. » Attendez. Vérifiez d'abord avec ces personnes qu'elles ont vraiment déroulé une telle méthodologie de recherche active de contrats, pas juste attendre que quelqu'un vienne sur une plateforme nous contacter ou un truc comme ça. Vérifiez avec elles qu'elles ont fait ce travail-là, et là peut-être vous vous direz, sa réalité n'est pas la réalité qui est possible aussi. Quand on se bouge, on peut aller chercher les contrats nous-mêmes et créer notre propre activité. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi c'était Nicolas, et je vous dis à très vite.